enregistré au regard du droit positif haïtien, mariage et famille. Donc, c'est autour de ce thème, autour de ces sujets. Elle a élaboré son travail. Nous allons, comme d'habitude, lui accorder un petit temps, environ 10 minutes pour la présentation. Et après quoi, nous reviendrons pour pouvoir apprécier le travail et la présentation. Madame Wilson, vous avez 10 minutes pour la présentation, tout en précisant l'intérêt du travail, la problématique soulevée et également les résultats des recherches qui confirment ou infirment votre hypothèse. À vous. Madame Wilson, vous êtes là? Oui, monsieur, je suis là. Alors, je commence. Messieurs les membres du jury, chers internautes, bonsoir. Je tiens à vous remercier pour votre présence et votre disponibilité. Le mémoire que j'ai l'honneur de vous partager cet après-midi s'intitule « L'impact du mariage non enregistré au regard du droit positif haïtien ». Ce travail est un constat préoccupant car en Haïti, de nombreuses couples mariés ne sont pas légalement enregistrés, particulièrement dans les zones rurales. Cela soulève donc une problématique sociale et juridique majeure. La problématique que nous avons soulevée dans ce travail est la suivante. Comment le droit positif haïtien peut-il mieux encadrer le mariage non enregistré afin de garantir les droits des conjoints et de leurs enfants? En Haïti, comme nous venons de dire, surtout dans les zones rurales, de nombreux couples mariés vivent ensemble sans passer par l'état civil. Ces unions sont souvent reconnues socialement ou religieusement, mais elles n'ont aucune valeur légale. Cette situation crée un fossé entre les pratiques sociales et les obligations juridiques. Les conjoints et en particulier les femmes, ainsi que leurs enfants, se retrouvent dans une grande précarité juridique sans protection en cas de séparation, de décès de l'un des conjoints ou de conflit patrimonial. Face à cette réalité, notre objectif général est d'étudier l'impact juridique du non-enregistrement du mariage sur les droits des conjoints et des enfants. De façon plus précise, nous avons cherché à identifier les normes juridiques applicables, ensuite analyser les effets de cette situation sur la filiation, la succession et la protection sociale, et proposer des pistes de réforme ainsi que des actions de sensibilisation adaptées au contexte haïtien. Pour répondre à cette problématique, nous avons adopté une approche juridique et socio-juridique. Sur le plan documentaire, nous avons analysé le Code civil haïtien, des décisions de jurisprudence et des ouvrages doctrinaux. Sur le plan empirique, nous avons réalisé une étude qualitative à travers des entretiens semi-directifs menés auprès d'un juriste local, d'un agent du bureau de l'état civil et des couples mariés vivant sans enregistrement légal. Cette enquête a été menée dans la commune de Caille-Jacmel qui a servi de terrain et d'observation. Cette double démarche nous a permis de confronter la réalité juridique théorique à la réalité sociale vécue. Maintenant, passons dans la partie centrale de ce mémoire, les résultats. Les résultats de notre enquête révèlent une forte prévalence des unions non enregistrées. Nous avons aussi observé une méconnaissance généralisée des procédures d'enregistrement, des obstacles économiques comme frais élevés du mariage civil et une indifférence sociale quant aux obligations légales. Sur le plan juridique, les conséquences sont lourdes. Pas de reconnaissance légale des droits entre conjoints,
filiation légitime incertaine pour les enfants, difficulté d'accès à l'héritage et impossibilité de réclamer certains droits devant la justice. En cas de séparation ou de décès de l'un des conjoints, les enfants se retrouvent souvent sans protection légale. Cela confirme que le non-enregistrement du mariage constitue une source d'insécurité juridique grave. En conclusion, l'absence d'enregistrement légal du mariage fragilise profondément la sécurité juridique des familles haïtiennes. Les données recueillies ont révélé que cette situation touche une large partie de la population, exposant particulièrement les femmes et les enfants. Les objectifs de cette recherche ont ainsi été atteints en identifiant les effets juridiques de cette réalité. L'hypothèse de départ est donc confirmée, c'est-à-dire que le non-enregistrement du mariage compromet la protection juridique des conjoints et de leur descendance. Ce mémoire recommande plusieurs pistes. Premièrement, il faut mener des campagnes de sensibilisation au niveau communautaire. Deuxièmement, il faut renforcer la formation des agents de l'état civil. Troisièmement, il faut simplifier les démarches d'enregistrement. Et enfin, il faut adapter le droit haïtien aux réalités vécues à travers une forme inclusive. Ce travail ouvre la voie à une réflexion plus large sur la manière dont l'État peut mieux articuler les normes juridiques avec les pratiques sociales pour une justice plus accessible et équitable. Je ne sais pas si c'est de mon côté, mais on n'entend plus rien. Monsieur, c'est terminé. Merci bien. Donc, merci pour la présentation en moins de 7 minutes. Cela nous gratifie quelques minutes. Félicitations. Maintenant, nous allons accorder la parole à votre encadreur, professeur Admonor, pour ses appréciations du travail ainsi que de la présentation. Professeur Admonor, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci de m'accorder la parole aussitôt. Bon, en fait, je dis félicitations Madame Igenia pour le travail. Le travail, c'était pas facile pour Madame. Il y a eu pas mal de retard. On a eu pas mal de petits cassures au coup de, en chemin pour réaliser ce travail. Bon, ben finalement, on est arrivé, je ne vais pas dire arrivé à bout, mais quand même, on a présenté, on a travaillé pour arriver là jusqu'ici. Donc, félicitations, Madame, même s'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Si elle voulait continuer sur ce chemin, beaucoup de choses à faire, voilà. Donc, si vous me permettez, Monsieur le Président, après, peut-être pour d'autres choses, d'autres critiques, d'autres suggestions, je pourrais prendre la parole si vous me donnez la parole à nouveau. Voilà, merci. D'accord, merci professeur Admonor pour vos appréciations. Si le temps nous permet, nous reviendrons encore vers vous pour vous accorder la parole. Maintenant, nous allons accorder la parole au rapporteur, Dr Nelson Sylvestre, pour son appréciation du travail. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Et une première question que j'ai, c'est que, Ivernia, tu as un problème avec quelqu'un dans la salle ou bien avec nous, en ligne? Non, monsieur, ça va. Tu ne souris même pas? J'ai oublié. Comment? Oublier de sourire? Et tu parles de mariage? On dit souvent qu'un mariage fait sourire aux gens. Oui, je le sais, monsieur. Et puis tu as terminé et sans dire maintenant, voici, Monsieur le Président, c'était ça. Tu n'as rien dit, non?
pour terminer, pour clôturer ta présentation. Ce n'était pas suffisamment gentil de ta part, hein, Ivernia. D'accord, monsieur. Tu as eu un problème au dernier moment? Oui, c'est ça. Ah, mais donc, il faut laisser le problème ailleurs et puis jouir de ta présentation, ma chère. D'accord, monsieur. Mais comment? Elle est trop sérieuse, elle. Tu as besoin de te relaxer. D'accord? Il faut te relaxer. OK? D'accord, monsieur. Maintenant, tu as le travail sous les yeux? Oui. OK. Eh bien, on va faire un petit parcours rapide et pour voir de quoi il s'agit. Et premièrement, selon toi, un mariage est légal ou légitime? Vous pouvez reprendre pour moi, monsieur. Un mariage est-il légal ou légitime? Un mariage. Alors, je vous remercie pour cette question, monsieur Nelson. Un mariage est-il légal ou légitime? Alors, le mariage, selon le Code civil, est l'union de deux personnes de sexe différents. C'est... Mais pourquoi tu ne réponds pas directement? D'accord. Le mariage... Selon toi? Le mariage est légal. Donc, le mariage est légal. Je vois que tu jettes un coup d'œil à quelqu'un là. Il y a quelqu'un de ton entourage? Non, pas vraiment. Donc, selon toi, le mariage est légal. Donc, eh bien, l'enregistrement est concerné par cette légalité, l'enregistrement du mariage. L'enregistrement est-il concerné par la légalité du mariage? Et tu dis que le mariage est légal. Bien sûr que l'enregistrement est concerné à cette légalité. OK. C'est-à-dire, un mariage non enregistré nuit, si tu veux, à sa légalité ou non? Oui, monsieur. Dans quel sens? Alors, si le mariage n'est pas enregistré, ça cause beaucoup de problèmes vis-à-vis des conjoints? Oui, qui donne naissance à des droits pour les femmes ainsi que les enfants. À des droits et devoirs. Oui, des droits et devoirs. Premièrement, pour la femme, pour le mari, et également pour les enfants à naître, ou bien qui sont nés. Oui. OK, très bien. Donc, c'est bien parti. Mais au tout début, et maintenant, tu parles de quel mariage? Mariage religieux ou n'importe quel type de mariage? Parce que parfois, alors, la légalité du mariage, c'est la note. Mais un mariage légal peut être religieux ou non religieux. Est-ce que tu as pensé à une typologie de mariage légal? Vous pouvez reprendre pour moi, monsieur? Oui. Est-ce que tu pensais à un type de mariage bien spécifique? Mariage légal ou non légal? Alors, pas légal. Mariage religieux ou non religieux? Alors, le mariage religieux. Mariage religieux. Ah, OK. Donc, c'est mariage comme, si vous voulez, de type légal, mais religieux. OK. Nous allons au remerciement. Je vois que vraiment c'est bon. Parce que tu parles de je. Parce que c'est toi-même qui remercie. Donc, je pense que c'est très, très bon, cette manière d'écrire. Mais si on va au résumé,
Si on va au résumé, je vois que par moment, tu écris et pas uniquement pour toi. Pourquoi ce changement de temps? Pourquoi ce changement de temps? Je ne vois pas de jeu dans le résumé. Pourquoi? Alors, l'absence du jeu. Je suis désolée. Un moment, monsieur. C'est très bien dans le remerciement, mais dans le résumé, je ne vois pas de jeu. Pourquoi? Alors, le résumé, c'est tout ce qu'on dit dans le mémoire. C'est pour cela Très bien. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Très, très bonne réponse. Maintenant, on va à l'introduction générale. Tu y es? Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, je vois que tu écris à la page 2 de l'introduction, deuxième page de l'introduction. Tu avais commencé à écrire au présent de l'indicatif et puis tu changes de ton à la fin, c'est-à-dire dernier paragraphe et avant-dernier paragraphe, après la question centrale, je vois que tu écris afin d'y répondre, nous explorerons. Et puis structurellement, ce mémoire s'articulera. D'abord, le premier chapitre présentera. Ensuite, le deuxième chapitre exposera. Donc, pourquoi maintenant tu passes de l'indicatif présent à l'indicatif futur? Pourquoi? Je vous remercie pour cette question. La raison, c'est parce que l'indicatif présent la raison, c'est parce que tout ce que je dis au présent va développer au futur. Oh, l'indicatif présent? Non, si tu dis l'indicatif présent, c'est ce qui est présent. Tu présentes ce qui est présent. Mais je vois un changement, il y a l'indicatif futur. Alors, j'aurais bien aimé savoir pourquoi tu passes de l'indicatif présent à l'indicatif futur. Ou bien est-ce que tu penses que tu pourrais garder le même ton avec l'indicatif présent et non changer de ton en indicatif futur? Tu penses que ça aurait été mieux de maintenir l'indicatif présent? Oui, ce serait mieux, mais l'erreur est déjà passée. Mais il y a moyen de corriger, pas vrai? Oui. Alors, c'est pour l'assistance. Hein? On est en train de faire un exercice pour que l'assistance, parce qu'il y a dans cette assistance pas mal d'étudiants, on présente quelque chose qui est. Donc, c'est l'indicatif présent. Parce que dans le travail, tu as déjà telle chose. Tu as déjà le deuxième chapitre. Tu n'as pas besoin de dire le deuxième chapitre exposera. Le deuxième chapitre expose déjà. Quand tu étais en avant-projet, on comprendrait. Mais si tu as déjà le mémoire, tu n'as pas besoin de dire exposera. Donc, tu t'adresses davantage au lecteur que de t'adresser à toi-même. D'accord? D'accord, monsieur. Toi-même qui agis. Maintenant, tu dis, et un peu plus bas, là où
ou à partir de la problématique identifiée, on est à la page 3 de l'introduction, tu dis, et bon, c'est toi, j'espère bien, à partir de la problématique identifiée, nous posons l'hypothèse suivante. Donc, toi-même et qui d'autre? Qui avons posé cette hypothèse? Bah, on dit, nous posons. Ici, le nous remplace je. Mais pas quelle gymnastique et linguistique que le nous remplace je. Il y a une gymnastique linguistique qui permet de remplacer je par nous. Tu as appris ça quelque part? Tu es juriste. Ah vrai? Oui, monsieur. Et le mariage est légal. Donc, il ne faut pas faire ça. C'est mieux d'utiliser la forme impersonnelle. Au lieu de dire nous posons. Donc, ça aurait été mieux d'utiliser l'hypothèse retenue. Ouais, l'hypothèse retenue est la suivante. Ça aurait été mieux. D'accord? D'accord, monsieur. Maintenant, je vois qu'il y a un effort énorme de traiter le problème. La seule difficulté que j'ai dans ton travail, c'est que tu veux avoir un diplôme de licence de droit. Donc, il faut généralement mieux travailler l'aspect juridique du travail. Parce que je vois que tu t'inclines davantage dans l'aspect social, alors qu'on attend de toi l'aspect juridique. C'est vrai que le droit ne sert à rien s'il ne sert pas le social. C'est important. Mais c'est toujours en référent au droit. Est-ce que tu vois? Donc, soit été mieux, d'autant plus que tu parles du mariage religieux, il y en a qui pensent que le mariage religieux supplante la légalité du mariage, alors que ce ne devrait pas être le cas. C'est un ministère qui donne la possibilité à des pasteurs ou à des prêtres d'organiser une cérémonie de mariage. Mais le mariage doit être enregistré auprès des institutions étatiques. Donc, tu as vraiment bien répondu en disant que le mariage est légal, même si la cérémonie est religieuse ou non religieuse. D'accord? Alors, ensuite, une dernière remarque que j'ai, dans les types de chapitres, tu t'amuses à mettre des articles définis. Par exemple, la théorie du mariage. Ça aurait été mieux d'écrire théorie du mariage, sans dire la théorie. Par exemple, en disant la théorie, tu exclus d'autres possibilités. Alors, tu es en sciences, tu ne peux pas exclure d'autres possibilités. Donc, les titres de chapitres, de sections et de paragraphes devraient omettre des articles définis ou indéfinis. Tu comprends bien ce que je te dis là? Oui, monsieur. C'est très, très important parce que si tu dis les représentations sociales et symboliques, tu veux dire qu'en dehors de ce que tu traites, il n'y en a pas d'autre. Tu ne peux pas donner cette garantie-là en sciences. D'autant plus que tu es en licence. Donc, enlever les articles définis dans les libellés des titres, sections et autres. Mais ton travail est suffisamment segmenté, je dirais même parfois trop segmenté, parce que tu as des sections, tu écris des sous-sections. Je ne crois pas que dans le Canva, tu avais besoin d'écrire sous-sections. Tu avais tout simplement besoin de mettre 1, 2, 3. Et puis c'est tellement segmenté, on risque de ne pas cerner ce que tu veux présenter. Il y a un problème d'élaboration complète. Je comprends bien que ton encadreur-là nous dit que tu as eu des difficultés et que il a dû faire pas mal d'efforts avec toi
pour parvenir à participer. Mais en général, et il faut faire. Par exemple, tu as un titre là qui dit une inadéquation. Une inadéquation. Je crois que c'est au chapitre là où tu parles de la méthodologie. Oui, la méthodologie. Et tu as un titre, c'est une inadéquation. D'ailleurs, quand on dit inadéquation, on ne sait pas ce que c'est véritablement. Voilà, globalement, Monsieur le Président, ce que j'avais à dire du travail de Bernia, que je demande à chaque fois, et c'est toujours bien de sourire un peu, de ne pas garder le visage aussi comme si tu as un problème avec quelqu'un, je ne sais pas, peut-être avec le président, pas avec moi. Merci, c'est bien, merci beaucoup. D'accord, merci. Merci, professeur Nelson. Merci également à Madame Besson pour les réponses apportées à chaque fois et pour les précisions. Et je tenais également à la féliciter pour le travail présenté. Donc, il y a certaines des remarques que j'ai, le professeur Nelson avait déjà fait, par rapport surtout à la segmentation du travail. Donc, c'est vrai que ça respecte un peu la même forme du premier chapitre jusqu'au troisième. Et chaque sous-section a la même quantité de points, mais c'est tellement segmenté certaines fois. On a des chapeaux de sous-sections qui sont beaucoup plus vastes que le point développé de la sous-section elle-même. C'est quelque chose vraiment à vérifier et à revoir. En fait, le temps avance. J'avais plusieurs questions, mais je vais m'arrêter sur seulement deux questions. La première, c'est, vous me recevez, Madame Bisson? Oui, monsieur, je suis là. D'accord. Ma question, c'est quelle différence vous faites entre mariage non enregistré et union libre? Je dis ça, c'est par rapport à la page 35, sous-section 1. Lorsque vous présentez le point ici, je vais faire une lecture de ce que vous avez vu. Monsieur, vous pouvez reprendre la question pour moi, s'il vous plaît. Oui, je vais reprendre. À la page 35, sous-section 1, qui est intitulée « Données descriptives sur le mariage non enregistré ». Et vous avez mis « Les résultats de l'enquête relèvent une prévalence élevée du mariage non enregistré dans la commune de Kajatmel. En effet, 56,25% des couples interrogés vivent dans une union libre sans avoir procédé à un enregistrement légal. Est-ce qu'il y a un processus d'enregistrement de l'union libre? Donc, quelle différence faites-vous entre mariage et union libre dans votre travail? Merci pour votre question. Quelle différence faites entre mariage non enregistré et l'union libre? Alors, le mariage non enregistré, c'est un mariage célébré sous l'œil d'un officier d'état civil ou d'un prêtre pasteur assermenté, mais dont l'acte de ce mariage n'est pas enregistré à l'état civil. En ce qui concerne le mariage, l'union libre, c'est une cohabitation entre un homme et une femme sans se posséder par... Alors, sans se posséder par... Un moment, monsieur. L'union libre se définit comme étant une cohabitation entre un homme et une femme, mais qui n'a pas de valeur légale aux yeux de l'État. Ok, mais pourquoi vous dites en effet 56,25% des couples interrogés vivent en union libre sans avoir procédé à un enregistrement légal? Est-ce qu'il y a un processus d'enregistrement légal des unions libres en Haïti? Non, il n'y a pas de possession d'enregistrement légal pour les unions libres en Haïti. 56,25%, c'est le nombre de personnes retrouvées mariées, mais sans acte de mariage enregistré.
Je crois que c'est mal exprimé dans le travail parce que je lis, en effet, 56,5% des couples interrogés vivent en union, pas union, en union sans avoir de résidence. Merci bien. La deuxième question se porte sur l'étude des cas, c'est à la page 28, l'étude des cas 1. Je vais aller à la page pour regarder avec vous l'étude des cas, parce que j'aurais besoin d'explications par rapport à cela. Et en quoi est-ce que cette étude des cas également doit être utile au travail. Voilà, étude des cas 1. Marie, 46 ans, a vécu pendant 15 ans avec son compagnon, avec lequel elle a eu 3 enfants. Ensemble, ils ont construit une maison et développé une activité agricole. À la mort de ce dernier en 2023, les frères du défunt ont réclamé la propriété de la maison, arguant qu'aucun acte de mariage ni de donation n'existait. Marie, bien qu'ayant cohabité durablement et a participé à l'édification du patrimoine familial, n'a pas pu faire valoir aucun droit et a été expulsée du domicile. Maintenant, ma question, puisque dans cette union, il y a eu 3 enfants et dans la lignée des héritages, donc c'est les descendants qui se placent en premier, je ne vois pas sur quel droit les collatéraux puissent déguerpir Marie de la possession pendant qu'elle garde encore les enfants. Est-ce que vous pouvez donner plus d'explications par rapport à cette étude des cas? Ou du moins, c'est une étude des cas, peut-être votre compréhension de l'étude n'est pas trop exprimée à travers le travail pour les lecteurs. Je vous remercie, M. Dumerson, pour cette question, dont le titre est « Litige successoral après le décès du conjoint ». Dans cette étude de cas, nous voyons que Marie, âgée de 46 ans, vécut pendant 15 ans avec son compagnon. Au fil du temps, à la mort de ce dernier, les frères du défunt veulent réclamer la propriété. La raison pour laquelle c'est l'union de ces deux personnes-là n'avait pas un acte de mariage enregistré qui se donne vraiment l'accès aux droits des conjoints ainsi que des enfants. Alors, je ne pense pas que l'enregistrement de mariage, l'enregistrement de l'acte donne droit aux enfants. C'est l'acte de naissance qui donne droit aux enfants. Donc, ces enfants, qu'ils soient nés dans le mariage, qu'ils soient des enfants légitimes ou des enfants naturels reconnus, donc ils ont le même droit. En fait, les héritiers du défunt, ce sont ces enfants, ce ne sont pas les collatéraux, ce ne sont pas les frères et sœurs. Donc, dans la lignée, c'est d'abord les descendants, les ascendants. S'il n'existe pas d'enfants et de parents, là, on va vers les collatéraux. Donc, je n'arrive pas à comprendre de quel effet l'enregistrement de l'acte du mariage peut avoir sur la succession si les enfants sont des enfants naturels, reconnus, nés de l'union. Vous pouvez expliquer ça? Alors, l'absence du nom, l'absence de mariage qui... Un moment, monsieur. Alors, dans cette étude de cas, ce qui est primordial dans une union en Haïti, c'est l'acte de mariage. Une fois que l'acte de mariage est enregistré, ça donne droit aux conjoints ainsi que leurs ayants droit. Alors ici, Marie n'a pas, le mariage de Marie et de son compagnon n'est pas enregistré, ce qui donne une difficulté à la justice de bien résoudre ce litige. Alors, sans vouloir vous garder pendant tout longtemps parce que l'heure avance, je pense que c'est une étude des cas à revoir parce que pour rester en justice, il faut que vous ayez la qualité. Donc, les collatéraux, les frères, n'ont pas qualité pour rester en justice parce qu'ils ne méritent pas du défunt. Les personnes qui héritent du défunt, ce sont les enfants. Et si les enfants sont légalement reconnus, lors même qu'ils ne sont pas nés d'une union de mariage, même s'ils ne sont pas des enfants légitimes, donc pour que c'est des enfants naturels reconnus, ce sont à eux
et restituer la succession de leur feu père. Donc, ce n'est pas au collatéraux. Je pense qu'il faudra pouvoir cette section, également les études des cas. Donc, j'aurais eu des questions pour chaque étude des cas, mais le temps ne me permet pas de faire ça. Je vous donnerai également mes commentaires en marge pour que vous puissiez harmoniser cela. Donc, il nous reste environ 3 minutes pour terminer. J'accorde encore la parole aux encadreurs pour ces propos de retour avant de fermer la session. D'accord, merci, monsieur. Mais merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. Je vous dis merci pour vos remarques. Là. Merci pour M. Nelson Sylvestre pour les remarques. Là. Donc, l'acte de mariage, c'est vrai, nous en Haïti, c'est Christian en Haïti, c'est la monnaie courante. Là, on a fait des débats entre nous, moi et madame. On dit, ben, c'est vrai, l'acte, ça cause problème, il y a des impacts, des conséquences des époux. Mais quand même, il y a même une procédure lorsque l'acte n'est pas enregistré pour que, on fait l'enregistrement de l'acte, parce qu'il y a fameux la procédure de l'acte de notoriété. Puisque lors du mariage, lors de la célébration devant le prêtre ou le pasteur, l'officier qui fait le mariage, prononce le mariage, il y a des gens qui étaient des invités, des gens, le parrain et la marraine, ce qu'on dit, c'est des gens qui sont là pour dire après. Si le mariage n'est pas enregistré, on peut prendre leur nom, âge, etc. pour dire, ils vont dire oui auprès du doyen tribunal de première instance où le mariage a été célébré pour dire oui, nous étions là le jour du mariage, mais avec ces papiers, ces notifications, on peut demander aux archives nationales de faire l'enregistrement de ce mariage. Donc, il y a toute une procédure lorsque le mariage religieux n'a pas été, n'est pas enregistré comme le veut de la loi. C'est pas fini. Donc, c'est juste pour dire, Monsieur le Président, je suis d'accord avec vous, si que le mari, ou encore, je ne sais pas, l'un des époux, le mari ou la femme, donc est décidé, les héritiers de monsieur, si c'est madame qui est décédée, ou bien les héritiers de madame, si c'est monsieur qui est décédé, ils n'ont nullement le droit de dire, vous n'avez pas l'acte de mariage, vous n'avez pas été, le mariage n'a pas eu lieu, donc c'est fini pour vous. Non, ils n'ont pas ce droit. On a eu des débats sur cette question. Donc, je pense que madame va corriger ça. Encore, voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci, professeur Sylvestre, pour tous ces remarques. D'accord, Monsieur le Président. Merci. Merci, M. Aménon, pour votre retour. Dans une minute, Madame Wilson, pour votre conclusion, si vous avez des propos à avancer. D'accord, merci, monsieur. Alors, je tiens à remercier sincèrement mon directeur de mémoire, monsieur Jean-Sergo Almonor, les membres du jury, l'équipe académique de l'IES, ainsi que toutes les personnes qui ont été participées pour rendre ce travail facile. Merci. Et sur cette dernière note, nous avons clos la session. Je ne sais pas si vous avez ça quelque chose à dire. Je vois qu'il a levé la main. Non? D'accord, merci. Je vous remercie tous pour votre écoute et votre participation à cette séance. Et comme dit, Madame Wilson va prendre en compte les remarques faites pour bonifier le travail et partager avec la communauté scientifique. Pour l'instant, je passe la main à une nouvelle présidente, Madame Berger, pour les suites des soutenances.